Allô? Oui, salut Valentin. Je cherche à placer quelques lézards assez vite. Est-ce que je peux passer chez toi demain? Oui. Oui. Ainsi, on m'a offert un petit lot de lézards comprenant des 5 et des Lepidodactylus lugubris. Enfin, il y avait un Lepidodactylus lugubris et 2 œufs dans un petit terrarium. J'ai pris le lépido, je l'ai séparé, mis dans un autre terrarium qui était déjà tout emménagé, et j'ai laissé les œufs dans le terrarium que j'avais prévu de nettoyer le lendemain. Le lendemain, en arrivant dans ma pièce, ici, je vois que un des 2 œufs est percé et vide. Et, miracle, un petit est né. Pendant la nuit, ici, un jour après être arrivé. C'est de loin pas le premier petit Lepidodactylus lugubris qui est né ici à la maison. Les vétérans savent que j'ai déjà reproduit cette espèce par le passé, à mes débuts. Bonjour. J'ai déjà fait quelques vidéos à leur sujet, mais bon, Alors bonjour tout le monde, c'est Arthropodactyle aujourd'hui, alors toute petite vidéo. ça mérite un dépoussiérage, je crois. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un gecko qui a conquis le monde entier, grâce à une faculté incroyable. Le côlon. Et pas la colombe. Le Lepidodactylus lugubris, c'est un gecko. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un gecko, va voir cette vidéo. Qui habite dans à peu près toutes les forêts tropicales de la planète. Bonjour. Mais à la base, il est originaire du sud-est asiatique et de toutes les petites îles d'Océanie. Il a été introduit sur la quasi-totalité du globe, à Hawaï, aux îles Galapagos, aux Seychelles, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes par exemple. Ce qui a permis à ce minuscule animal de se développer autant où il a été introduit par l'homme, c'est son mode de reproduction. Il y a 2 modes de reproduction que partagent les êtres vivants. La reproduction sexuée, avec un mâle et une femelle qui, en s'accouplant, vont mélanger leur patrimoine génétique et créer un nouvel individu qui possédera la moitié des gènes de la mère et l'autre moitié des gènes du père, comme chez les humains en fait. Et la reproduction asexuée, où un individu seul va pouvoir créer une descendance viable sans aucune intervention extérieure, comme c'est le cas chez les lépidos par exemple. Ce mode de reproduction qui est peu conventionnel pour nous Homo sapiens est relativement courant chez les invertébrés ou les reptiles par exemple. On appelle ça la parthénogenèse. Le gros avantage de cette parthénogenèse, c'est la rapidité avec laquelle une population va pouvoir se créer à partir d'un tout petit groupe d'individus. Ici, chez les Lepidodactylus lugubris, il y a quasi exclusivement des femelles. Les mâles sont très rares en captivité ou même dans la nature. Pour se reproduire, la femelle Lepidodactylus lugubris aura juste à attendre d'atteindre la maturité sexuelle, qui arrive un peu avant une année chez cette espèce, pour ensuite donner naissance à des petits geckos qui seront des clones parfaits de la mère, à une cadence d'environ 2 œufs tous les 2 mois. C'est pas mal quand même. Grâce à ce système, un couple n'a pas nécessairement besoin de se former, ce qui facilite grandement les choses. Sans vouloir faire de parallèles bizarres, la recherche d'un conjoint ou d'une conjointe prend beaucoup de temps et d'énergie. Chez certaines espèces, la reproduction et les accouplements qui s'y rattachent comportent des risques, comme par exemple les combats entre mâles, ou alors les accouplements dangereux chez les mantes. L'autofécondation possède donc l'énorme privilège d'être rapide et sécure pour sa petite personne. Cependant, la parthénogenèse possède un gros désavantage, sa pauvreté génétique. Ce qui rend une espèce robuste face à une maladie ou un virus, c'est précisément sa diversité génétique. En effet, dans le cas de la reproduction sexuée, donc l'inverse de la parthénogenèse, les reproductions entre individus possédant un ADN bien distinct créent des spécimens au code génétique varié au sein d'une même population. Ces variations rendent chaque animal génétiquement différent d'un autre. Maintenant, imaginons qu'au sein d'un groupe d'individus, un virus fait son apparition. Bonjour. Une majorité de la population sera atteinte par le virus parce que leur code génétique n'arrive pas à résister face à ce virus. Ils mourront. Mais une partie d'irréductible d'individus de la même population survivra, sauvés par leurs gènes. En effet, la diversité génétique crée des individus qui sont tous différents, et donc qui répondent différemment à l'arrivée d'un virus. La survie de l'espèce est donc due à quelques différences dans l'ADN, à quelques gènes qui savent se défendre contre ce virus. Désormais, les individus qui ont survécu se reproduiront et donneront naissance à des spécimens qui sont immunisés contre ce virus. C'est la magie du brassage génétique. Maintenant, imaginons une population d'animaux reproduits par parthénogenèse, qui ont tous le même code génétique, sans aucune différence entre eux. À l'arrivée du virus, si ce dernier est capable d'atteindre et de mettre en danger la vie d'un seul spécimen, il arrivera alors à anéantir tous les individus qui partagent le même ADN que celui-ci. Si tous les animaux possèdent le même patrimoine génétique, aucune différence ne sauvera une partie de la population. Le virus détruira alors l'entièreté des individus ayant un ADN semblable.
Pour conclure, la reproduction sexuée est un des meilleurs moyens pour coloniser rapidement en milieu par une espèce, à partir d'un petit groupe d'individus. Cependant, la survie de la population reste incertaine et reste très fragile à l'arrivée d'une maladie par exemple. C'est grâce à son mode de reproduction un peu particulier que le Lepidodactylus lugubris a réussi à créer plein de populations sur des petites îles, dans différents pays, dans certaines villes. Mais il ne faut pas oublier que bien souvent, les premiers individus qui ont été apportés sur un nouveau territoire ont été introduits par la main de l'homme. Ensuite, la croissance extrêmement rapide du Lepidodactylus lugubris et le grand nombre d'œufs que peut pondre une femelle durant toute sa vie ont largement contribué à l'expansion de l'espèce. Ce micro-gecko est très répandu et très populaire en captivité dans nos terrariums pour sa facilité de reproduction également. Certains passionnés de dendrobates le maintiennent dans le même terrarium que leurs grenouilles pour qu'ils puissent se nourrir des petits grillons qui rôdent la nuit. Certains passionnés de serpents saurophages, donc de serpents qui se nourrissent de lézards, les élèvent à côté pour nourrir justement ces serpents. Finalement, beaucoup de terrariophiles débutants ont fait naître leur premier gecko grâce à cette espèce, comme c'était mon cas en fait. Bref, le Lepidodactylus lugubris est une star qui ne connaît pas de frontières. J'ai l'habitude de vous remercier à la fin de mes vidéos. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vous les heureux élus, mais c'est la personne qui m'a permis que ma passion soit ce qu'elle est aujourd'hui. Celle qui allait chercher des terrariums à l'autre bout du canton. Celle qui, lorsqu'il y a une tempête de neige, rentre mes abronias et les ressort quand c'est fini. Celle qui venait chercher des branches en forêt avec moi quand ça ne passait pas sur mon vélo parce qu'elles étaient trop grosses. C'est la personne qui se lève à 4 h du mat, qui va à la buanderie, qui voit qu'il y a des grillons, il y a des blattes, qui les attrape à la main et les remet dans les terrariums. C'est la personne qui partage chacune de mes vidéos sur tous les réseaux sociaux. Et c'est la personne qui m'a quand même permis d'avoir une pièce comme ça, ici. C'est également la personne qui fait des caresses à mon pogona quand il a envie de sortir du terrarium, qui nettoie mon parquet une fois que ce même pogona a fait caca dessus. Donc, je pense qu'on peut la remercier. Merci maman. Ah, c'est toi qui as remis tes bonnets.